Les accidents surviennent lorsque des systèmes tombent en panne, et peu de systèmes sont aussi complexes et dangereux que la plongée en saturation sur une plateforme de forage de gaz en mer. Maintenant, lorsque vous allez chercher des informations sur l'accident du Before Dolphin sur Internet, vous allez tomber sur des images horribles. Alors, s'il vous plaît, faites attention lorsque vous commencez à chercher des informations sur cet accident, et sachez que ce que vous allez trouver risque de vous choquer. L'accident du Before Dolphin est un exemple d'un système aussi complexe, conçu pour forer à 20 000 pieds dans la croûte terrestre. Le mont Kilimandjaro est la plus haute montagne d'Afrique avec un peu plus de 19 000 pieds. C'est donc comme si on s'asseyait au sommet le plus élevé d'Afrique et qu'on forait jusqu'au niveau de la mer. Et il fore aussi profondément tout en restant parfaitement immobile dans 1500 pieds d'océan profond, parfois pendant des tempêtes violentes. Le Before Dolphin, appartenant à la société norvégienne Dolphin Drilling, a commencé sa construction en 1972 et a été lancé en 1974. Ce n'était pas une petite plateforme. Elle mesurait 350 pieds tant de long, 220 pieds tant de large et 120 pieds de profondeur. La plupart des plongeurs sous-marins amateurs ne plongent qu'à une profondeur de 100 pieds, soit 30 mètres sont... Le 5 novembre 1983, deux plongeurs en saturation norvégiens, Bjørn Bergeson et Truls Elvik, terminaient sur leur travail à environ 80 mètres, soit 265 pieds de profondeur. Cette profondeur est vraiment importante car, à la surface, vous avez une pression d'une atmosphère. Mais à 265 pieds, ces deux plongeurs travaillent en sous 9 atmosphères de pression. C'est 9 fois plus que ce qu'il y a à la surface. Alors ils terminent leur travail et se dirigent vers la cloche de plongée qui va les ramener à la surface. Pour comprendre la complexité de la plongée en saturation, il faut savoir un peu comment les gaz affectent votre corps sous la pression de l'eau. Les plongeurs de loisirs respirent de l'air normal. L'air est comprimé dans une bouteille de plongée à haute pression, puis vous le respirez via votre détendeur. L'air que vous respirez est composé d'oxygène et d'azote. C'est simplement de l'air normal. Votre corps utilise ou brûle une partie de cet oxygène. L'azote, en revanche, commence à s'accumuler dans votre corps. En fait, environ 3% de votre corps est constitué d'azote gazeux. Donc si vous pesez 180 livres ou 80 kg, alors environ 85 onces ou 2,5 litres de votre corps sont constitués d'azote gazeux. Cet azote est absorbé dans toutes les différentes parties de vos tissus corporels. Votre cerveau, vos muscles, votre sang, votre cœur, votre foie, vos articulations, vos os. Lorsque vous faites de la plongée et que vous êtes soumis à une pression plus élevée, votre corps a toujours de la place pour 3% d'azote. Mais l'azote se comprime, et donc votre corps absorbe plus d'azote jusqu'à ce que le volume d'azote remplisse l'espace correspondant à ces 3%. À 265 pieds de profondeur avec une pression 9 fois supérieure, cet espace correspondant à ces 3% est rempli avec 9 fois plus de gaz comprimé. Si vous remontez à la surface trop rapidement, ce gaz d'azote comprimé va se dilater jusqu'à atteindre 9 fois sa taille, jusqu'à ce qu'il retrouve la même taille qu'à la surface. Les plongeurs techniques et les plongeurs en saturation doivent faire des paliers de décompression en remontant pour permettre à ce gaz de se dilater lentement et se dissoudre dans l'air expiré. Les plongeurs amateurs limitent leur temps et leur profondeur sous l'eau. La plupart des plongées se font à moins de 30 mètres, soit 100 pieds, et durent un peu plus de 30 minutes. Avec ces limites prudentes, il n'y a pas beaucoup d'azote qui s'accumule dans votre corps, et c'est parce que votre corps met du temps à absorber l'azote. Si vous ne restez pas trop longtemps sous l'eau ou ne descendez pas trop profond, alors vous pouvez remonter directement à la surface sans risque sérieux de maladie de décompression. Pour Truls et Bjørn, qui plongent à 265 pieds, ils doivent respirer un mélange spécial d'oxygène, d'azote et d'hélium appelé Trimix. C'est un petit détail qui mérite d'être mentionné, mais ce n'est pas si important pour l'histoire, car l'azote et l'hélium sont stockés par le corps exactement de la même manière. À leur arrivée sur le Before Dolphin, Bjørn et Truls ont passé environ une journée à s'acclimater à la pression. C'est à peu près le temps qu'il a fallu pour que l'azote et l'hélium saturent leur corps. C'est de là que vient le terme plongée en saturation. Le problème pour Bjørn et Truls, c'est qu'être saturés d'azote et d'hélium à cette profondeur leur demanderait presque 4 jours de décompression en toute sécurité. Et donc la cloche de plongée dans laquelle ils montent maintenant est leur système de survie.
Au lieu de passer 4 jours à se décompresser après leur quart de travail, en tant que plongeurs en saturation, ils allaient les sceller la cloche de plongée et y maintenir la même pression que celle de la profondeur à laquelle ils travaillent, Yana, soit 9 atmosphères de pression. Alors ils ferment la trappe et serrent le joint. Ils contactent la surface par radio et le treuil commence à les remonter vers la plateforme du Before Dolphin, à environ 80 mètres au-dessus d'eux. Sur le Before Dolphin, il y a un autre ensemble de chambres pressurisées appelé un habitat. L'habitat est pressurisé à 9 atmosphères, comme vous pouvez le deviner. Ce que cela signifie pour Björn et Trull, c'est qu'ils peuvent vivre à la même pression pendant presque 1 mois et qu'ils n'ont pas à subir de décompression avant la fin de leur période de travail, qui dure normalement environ 28 jours. Au moment où ils sont saturés, ils peuvent rester saturés. En fait, lorsque Truls et Björn retournent dans leur habitat, ils ne sont pas seuls. Il y a 2 autres plongeurs en saturation qui dorment dans l'habitat. Les plongeurs britanniques Edwin Coward et Roy Lucas. Un habitat de saturation n'est pas très confortable, mais chaque équipe de plongeurs a une couchette pour dormir. Ils peuvent cuisiner, utiliser les toilettes, s'asseoir, jouer aux cartes et se détendre. Cet habitat comprend 3 compartiments, pouvant être scellés séparément ou ouverts pour permettre le passage des plongeurs. Un groupe de plongeurs peut être en décompression dans son compartiment, tandis qu'une autre paire poursuit sa période de travail de 28 jours. Ainsi, le Before Dolphin a toujours une équipe de plongeurs prête à intervenir. En l'occurrence, le 5 novembre 1983, aucun plongeur n'entrait ni ne sortait, et donc les 3 compartiments étaient entouverts. Chaque compartiment faisait environ la taille d'un camping-car. Mais comme nous l'avons déjà évoqué, lorsque vous comprimez 9 atmosphères de pression dans ce même espace, vous avez 9 fois plus d'air comprimé à l'intérieur. C'est comme prendre du gaz de la taille d'un Boeing 747 et le comprimer dans un camping-car. Alors maintenant, la cloche de plongée de Truls et Björn est hissée sur le pont du Before Dolphin. De là, elle est amenée jusqu'à l'habitat, puis les plongeurs et 2 techniciens de caisson à l'extérieur suivent une procédure pour l'attacher à l'habitat. Un technicien de caisson est un spécialiste des chambres de plongée sur la plateforme gazière chargée du bon fonctionnement de l'habitat. Il régule la pression, le mélange des gaz dans l'habitat et assure le ravitaillement en nourriture et eau pour les plongeurs. Les 2 assistants sont William Cramond et Martin Saunders. Lorsque la cloche de plongée s'amarre à un habitat, il existe une procédure très stricte à suivre. Vous ne pouvez pas juste les connecter et ouvrir les trappes, car la pression doit être identique dans chaque compartiment. L'habitat possède également un tunnel appelé Satorsosetsamanse, appelé sas de transfert. Le sas de transfert est une section à laquelle une cloche de plongée va s'attacher. C'est aussi la section qui sera ouverte au navire, donc parfois elle est pressurisée et parfois elle ne l'est pas. Après avoir amarré et fixé la cloche de plongée à l'habitat, Martin et William, les 2 assistants, pressurisent le sas de transfert afin que la pression soit la même dans le caisson de plongée, le sas de transfert et l'habitat. Björn ouvre la trappe de la cloche de plongée et rampe à travers le sas de transfert. Il ouvre la trappe de l'habitat et y entre. Maintenant, Trull sort du caisson de plongée et entre dans le sas de transfert. Il se retourne et referme le caisson de plongée derrière lui. Ensuite, les 2 assistants augmentent légèrement la pression dans la cloche de plongée, ce qui facilitera la déconnexion de la cloche du sas de transfert. Ensuite, Trull se tourne vers l'habitat et rampe à travers le sas de transfert pour entrer dans la chambre. Ce qui doit se passer maintenant, c'est que Truls ferme la trappe entre la chambre et le sas de transfert. Ensuite, William et Martin peuvent augmenter lentement la pression dans le tronc et détacher la cloche de plongée du tronc. Mais ce qui s'est réellement passé sera enregistré comme la décompression explosive la plus catastrophique de l'histoire de la plongée en saturation. Pour une raison quelconque, avant que Trull ne puisse fermer la trappe entre l'habitat et le sas, l'assistant William Cramond a déverrouillé la pince qui fixait la cloche de plongée au sas. En un clin d'œil, tout le gaz qui avait été comprimé dans l'habitat et tout le gaz que chacun des 4 plongeurs avait absorbé dans leur corps s'est instantanément et de façon explosive dilaté. La décompression, qui aurait dû prendre 4 jours, s'est maintenant produite en moins d'1 seconde. Le gaz dans la chambre s'est dilaté, passant de la taille d'un camping-car à celle d'un Boeing 747. Tout le gaz que les plongeurs avaient absorbé dans leur corps, ces 85 onces ou 2,5 litres d'azote et d'hélium, s'est brusquement dilaté jusqu'à atteindre 9 fois son volume. Tout ce gaz à l'intérieur de l'habitat n'avait qu'une seule issue, et c'était par la trappe que Trull s'apprête à fermer.
Maintenant, Truls se tient devant cette trappe, et tout à coup, tout ce gaz en expansion se précipite à travers la trappe et emporte Truls avec lui. Le corps de Truls est, au même instant, en train d'exploser de l'intérieur vers l'extérieur, tout en étant forcé à travers la trappe qui n'est qu'à moitié ouverte. Les parties de son corps sont éparpillées sur tout le pont du Biferdolfan. Des morceaux de sa colonne vertébrale et de ses intestins ont été retrouvés à 10 mètres du sas. La cloche de plongée elle-même est éjectée comme un boulet de canon, tuant instantanément William Cramond. D'une manière ou d'une autre, Martin Saunders a survécu, mais avec de graves blessures. Les 3 autres plongeurs meurent aussi instantanément à cause du gaz qui se dilate rapidement dans leurs tissus. Leur sang bout et leurs tissus corporels sont pulvérisés de l'intérieur vers l'extérieur. Les médecins légistes concluront que, bien que leur mort soit horrible, aucun des hommes n'aurait ressenti quoi que ce soit, car ils auraient été tués instantanément. L'accident est d'abord attribué à une erreur de l'opérateur lorsque William Cramond a libéré le verrou retenant la cloche de plongée en place, avant que Truls ne puisse fermer la trappe. Un long procès et une enquête indépendante révéleraient en 2008, soit environ 26 ans plus tard, que l'équipement était défectueux et qu'il n'y avait pas de dispositif de sécurité intégré. Ainsi, le préposé William Cramond n'a pas été retenu comme unique responsable de cette décompression explosive incroyablement horrible sur le Byford Dolphin.